Je mesure l'immensité de l'honneur qui m'est fait de présenter ma réflexion en cette conférence plénière et je voudrais en remercier d'abord du fond du cœur tous ceux qui ont établi le programme de notre rencontre, en particulier le président Adam Samassékou. Je commencerai par une considération très générale sur les humanités. On dit, et c'est un des soubassements de notre rencontre, on dit que ces humanités sont en crise, mais il serait plus approprié à la réflexion de dire qu'elles sont en danger. Parce que d'être en crise, finalement, n'est pas pour les disciplines dont nous parlons une chose nouvelle. L'état de crise permanente est, on peut dire, l'état naturel des humanités. En tout cas, c'est celui de la philosophie, qui est en crise depuis ses origines et elle vit de sa mort, pour ainsi dire. Le problème aujourd'hui est qu'elles sont en danger et cela, rien ne le montre mieux que les menaces de suppression pure et simple que font peser sur des programmes essentiels certains projets de budget comme ceux qui ont alarmé récemment dans le pays où je vis, la National Humanities Alliance, une institution fondée en 1981 et qui a pour mission le développement des humanités par l'éducation, la recherche et la mise en œuvre de programmes publics. Et l'ont poussé à lancer un appel pressant pour la sauvegarde de ces fonds vitaux pour nos disciplines que sont, par exemple, le National Endowment for the Humanities, l'Institute of Museum and Library Services ou l'International Education, dont dépendent en particulier le Title VI sur les langues et le programme Fulbright que nous connaissons si bien. J'ai pensé qu'il me fallait, à l'entame de mon propos et comme en prologue à celui-ci, rappeler ces évidences-là parce qu'il s'agit, encore une fois, si nous nous réunissons au nom des humanités, d'organiser, bien entendu, une résistance, et une résistance, cela est toujours politique. Mais cela dit, il faut aussi penser cette notion au nom de laquelle on met aujourd'hui en question le rôle des humanités dans un monde dont on dit qu'il exige des compétences techniques et professionnelles que l'on prétend à l'opposé des qualités que visent à développer les disciplines qu'on regroupe sous le nom d'humanité, lorsqu'on ne leur reproche pas tout simplement d'avoir une sorte d'influence corrosive en développant la distance critique et le scepticisme de méthode que nous pensons, quant à nous, nécessaires à une bonne intelligence des situations et des actions que ces situations commandent. La discipline que l'on présente volontiers, d'ailleurs, comme l'incarnation même de cette posture épistémologique de distance critique et de scepticisme de méthode, c'est la mienne, c'est la philosophie. Mon propos sera justement de penser ensemble deux crises majeures dont je pense qu'on peut convenir qu'elles définissent l'époque que nous vivons, en montrant comment l'histoire de la philosophie leur apporte éclairage et donne une orientation concernant les actions à entreprendre pour y faire face. Ces crises sont premièrement celles de la montée des tribalismes ou ethno-nationalismes, dont j'estime que le terme consacré de populisme ne suffit pas à les décrire. Et deuxième crise, évidemment, celle de l'environnement. Vous aurez remarqué que, parlant des tribalismes, j'ai en quelque sorte feinté quelques-uns qui, me voyant philosophe africain parlant de tribalisme, croyaient que j'allais parler des Tutsis, des Hutus, des partisans de Uhuru et de ceux de Olinga. Non. Mon propos parlant des tribalismes, ce sont ces tribalismes mondialisés aujourd'hui que l'on appelle populisme et pour des raisons que je montrerai, on ferait mieux d'appeler simplement des tribalismes. Sous l'expression générale que je viens d'employer d'histoire de la philosophie, j'évoquerai, comme vous le verrez, des noms comme ceux du philosophe français
des philosophes français Henri Bergson ou Teilhard de Chardin, un nom comme celui de Abou Bakr ibn Tufayl, un auteur andalou du XIIe siècle, ou alors, non pas un auteur, mais un concept en langue bantou, Ubuntu, dont l'Afrique du Sud de Mandela et de Desmond Tutu a montré le potentiel universel lorsqu'il s'agit de penser une théorie de la justice transitionnelle. Il s'agira ainsi pour moi, me focalisant sur l'histoire de la philosophie en particulier, de montrer que concernant la pensée et l'action que commandent les deux crises majeures de notre temps que j'ai évoquées, nous pouvons trouver à prendre appui aussi bien sur un roman philosophique écrit au XIIe siècle dans l'Espagne musulmane que sur une parole de sagesse africaine ou encore la pensée d'auteurs du XXe siècle français. Que ce que les humains ont pensé partout dans le monde et à des périodes différentes nous soit toujours ressource disponible pour répondre aux défis des temps qui changent et des temps nôtres, ceux dans lesquels nous vivons, voilà, me semble-t-il, la leçon première que portent les humanités. Donc, en considérant d'abord un premier point que j'ai intitulé « La philosophie face au tribalisme », je veux montrer que nous assistons aujourd'hui à une crise de l'idée même d'humanité, que les humanités et d'abord la philosophie doivent nous aider à penser et peut-être à résoudre. Une crise de l'humanité, qu'est-ce que cela veut dire? Je reviens à une citation que j'aime faire, celle que je trouve dans le journal français Le Monde daté du 30 avril 2016, où Nicolas Hulot, qui n'était pas alors le ministre qu'il est aujourd'hui, mais simplement, mais le président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, posait cette question. Avec les migrants, où est passée notre humanité? Je considère essentielle la manière dont la question est posée, car elle montre que ce que manifeste la crise migratoire que nous vivons, et dont il est dit qu'elle est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, est le révélateur des replis tribalistes qui aujourd'hui mettent en question l'idée éthique, l'idée régulatrice d'humanité. Il faut penser ensemble la figure du migrant qui donne à lire la détresse humaine et la montée de ce que l'on a appelé les ethnonationalismes, un terme qui, encore une fois, colle mieux à la réalité que celui de populisme. Et le meilleur symbole aujourd'hui de cette rencontre entre le migrant et l'ethnonationaliste est ce bateau baptisé Sea Star que de jeunes Européens d'extrême droite, s'appelant eux-mêmes Defend Europe, et la composante française s'en appelle Génération Identitaire, bateau donc Sea Star que ces jeunes Européens ont affrété pour aller faire barrage en Méditerranée aux embarcations des migrants. On se demande d'ailleurs s'ils comptent couler ces embarcations. Ils déclarent en tout cas vouloir couler les bateaux des passeurs vides. Ils ne peuvent pas être vides si les passeurs sont dans ces bateaux-là, mais enfin, ils ne veulent pas savoir que le droit maritime interdit de faire ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire raccompagner systématiquement les embarcations de migrants en Libye ou en tout cas sur les côtes nord-africaines. Nous lisons d'ailleurs dans la presse qu'au moment même où nous tenons notre conférence, en ce moment même, des pêcheurs de Tunisie s'opposent à ce qu'ils considèrent un bateau du racisme, à ce qu'ils considèrent comme un bateau du racisme puisse se ravitailler en carburant dans les ports de ce pays. Et en même temps, les humanitaires, comme on les appelle, continuent leur mission impossible de simplement répondre à la détresse humaine. En dehors de cette scène dramatique qui met face à face le migrant et l'ethnonationaliste, considérons maintenant les mouvements de manière générale. Les mouvements ethnonationalistes ont porté au pouvoir, on le sait, ici ou là, des partis et des personnalités qui ont fait du migrant l'épouvantail contre lequel ils ont demandé à leurs électeurs de se rallier,
de faire front national, si vous me pardonnez ce jeu de mots un peu facile. Ils ont manqué de peu, d'ailleurs, ces ethno-nationalistes, de faire de leur idéologie la première dans un pays, la Hollande, que l'histoire en général, celle de la philosophie en particulier, considère la terre même de la tolérance et de l'idée d'humanité. Demander ce qui fait la force de l'ethno-nationalisme ou du tribalisme, c'est demander une analyse à laquelle la philosophie, celle de Henri Bergson en particulier, apporte le plus précieux des éclairages. Elle nous enseigne que le refus radical d'entendre la question de l'humanité se fonde sur le refus de l'idée même d'une humanité en général, au nom de laquelle pourrait trouver à s'articuler et à se justifier une obligation d'hospitalité. Il n'y a pas d'humanité en général, elle existe pourtant, pour ce que Bergson appelle l'âme ouverte, celle qui est capacité à s'ouvrir précisément et à constituer ainsi cette idée d'humanité en général. Ainsi, dans les deux sources de la morale et de la religion, Bergson explique qu'en nous, le sentiment de l'appartenance à la tribu est un instinct. Et parce qu'il s'agit d'un instinct, il n'y a pas à s'interroger sur son origine ou sa nature, mais seulement à reconnaître qu'il existe, qu'il est là, et qu'il est primitivement inscrit en notre nature. Voilà donc le ressort sur lequel se fonde une politique de la tribu, l'appel au ralliement ethno-nationaliste. On comprend donc que lorsque celle-ci se donne les apparences du bon sens, se présente comme une évidence immédiate contre les complexités de ce qu'elle dénonce comme le politiquement correct, de l'ouverture aux autres, c'est le caractère primitif de l'instinct tribal dont elle fait une vérité première. Ce qui existe pour moi, dit cet instinct, c'est le cercle de proximité que constitue la communauté de ceux et celles qui me ressemblent, qui ont la même couleur de peau ou la même religion que moi, etc. Ainsi a-t-on vu d'ailleurs, pendant cette fameuse crise migratoire, proposer sans sourciller que l'on puisse trier les réfugiés en fonction de leur religion. Si on veut évoquer alors une abstraction pour cette pensée-là, l'idée d'humanité est une abstraction. Si on veut évoquer une abstraction comme celle d'une humanité, ce ne pourra être qu'une sorte de totalisation zoologique, un ensemble obtenu uniquement par addition d'humanité au pluriel et d'humanité hétérogène. On ne peut tout simplement pas arriver naturellement et de manière continue à l'idée d'humanité en général en partant des appartenances et en élargissant, pour ainsi dire, progressivement les inscriptions territoriales. Bref, on ne peut pas étirer l'instinct de tribu jusqu'à en faire un instinct d'humanité. Il faut donc pouvoir, d'emblée, sortir de l'instinct pour se retrouver dans la visée de l'humanité, en soi et dans les autres. La question est alors celle-ci. Comment est-il possible d'ouvrir l'âme au-delà de la tribu s'il est primitivement avéré que nous aimons tout naturellement, et je cite Bergson, directement, nos parents et nos concitoyens, tandis que l'amour de l'humanité ne peut être qu'indirect et acquis. D'où pourrait puiser force ce qui n'a pas l'immédiateté d'un instinct? Comment est possible, en d'autres termes, l'acquisition de ce qui va contre le plan de la nature, de nous inscrire dans la cité que s'est construite notre tribu avec sa morale propre et son opposition aux autres tribus? C'est qu'il est aussi dans notre nature, explique Bergson, de pouvoir tromper, pour ainsi dire, cette même nature. En nous dotant de l'intelligence, en effet, l'évolution créatrice nous a dotés d'une faculté capable de se dilater par son effort propre, l'expression est de Bergson, et de suivre ainsi un développement inattendu, celui de la capacité de dépasser les limites de nos sociétés pour prolonger la simple solidarité sociale
en une véritable fraternité humaine. Nous acquérons donc ainsi le sens de cette fraternité humaine à travers, d'une part, la religion, de l'autre, l'intelligence prenant la figure de la raison philosophique. À propos de la religion, d'ailleurs, il faut ici se rappeler qu'une des étymologies de ce mot lui donne le sens de ce qui relie. La religion, une des origines de l'étymologie latine, c'est ce qui relie. Et en disant cela, je ne suis pas en train d'être victime d'une espèce d'eurocentrisme qui fait que je prends le mot religion dans sa continuité latine et indo-européenne. Je crois qu'au-delà de cette étymologie que je viens de rappeler, toutes les religions, en tout cas celles que je connais, les monothéistes dirais-je, font cette distinction entre la religion comme relation individuelle de l'humain à son créateur, à Dieu, et la religion comme ce qui vient constituer une communauté. Si je prends par exemple parmi ces religions monothéistes que j'ai évoquées, celle que je connais encore le mieux, qui est la religion islamique, les deux traductions possibles que vous trouvez du mot religion sont din d'une part et millah de l'autre. Din, si vous prenez son occurrence dans un verset coranique qui dit « Inna dina indallahi al-Islam », la religion envers Dieu est l'islam, on voit ici que le mot « din » signifie la relation primordiale de l'humain en général à son créateur. C'est-à-dire qu'il y aurait une manière d'entendre cette phrase comme une phrase extrêmement exclusiviste, disant que la seule religion pour Dieu, c'est l'islam. Or, si on comprend que l'idée de l'islam, c'est le fait de se rendre à la divinité. Autrement dit, ce qu'on traduit souvent très mal par soumission, islam ne signifie pas soumission, il signifie véritablement se rendre, to surrender, pour faire la traduction en anglais, puisque ceci n'existe pas dans mon texte primitif. Eh bien, à ce moment-là, on comprend qu'il s'agit de décrire la relation primordiale de l'humain à Dieu, et non pas simplement une religion comme communauté instituée pour le sens duquel le mot employé, c'est millah. Millatu Ibrahim, c'est la religion d'Abraham, mais c'est avant tout la communauté d'Abraham. Je ferme cette parenthèse étymologique, philologique. Il y a donc, pour nous ouvrir hors de l'instinct, pour nous permettre de sortir de l'instinct, l'appel de la religion à aimer l'humanité à travers Dieu et en Dieu, comme dit Bergson, et la raison que nous avons, dit Bergson, en communion les uns avec les autres, à travers quoi et en quoi les philosophes nous font voir l'humanité en nous rendant manifeste l'éminente dignité de l'être humain et le droit de tous d'être traités avec respect. Et en particulier cette idée que l'humain ne perd jamais ses droits, fût-il le migrant et le réfugié arrivés sans papier sur les côtes italiennes, parce qu'ainsi que nous le rappelle Hannah Arendt, l'humanité se définit par le droit d'avoir des droits. Et de ce droit d'avoir des droits, nous ne sommes jamais privés, quelle que soit la nudité et la faiblesse avec laquelle nous nous présentons à d'autres humains. Cet amour de l'humanité n'est pas primitif, comme l'instinct. Il n'en est pas moins premier. Nous en faisons l'expérience à travers ce qu'on appelle en langage religieux la charité, ou alors nous en faisons l'expérience à travers le sens philosophique que nous en avons. Dans un cas comme dans l'autre, nous dit Bergson, nous y arrivons en un saut, en un coup, d'emblée, et non par des étapes qui seraient d'abord la famille, puis la nation, puis le continent, etc. Et au principe de ce saut dans l'humanité est justement l'âme ouverte. C'est elle qui, dans ses effets, s'oppose à ce que l'on pourrait appeler une âme rabougrie, fermée, pour qui aimer, c'est toujours aimer contre les autres, et qui, à l'idée d'humanité, répond que c'est d'elle-même qu'elle a souci et de ce qui la touche au plus près, que c'est déjà beaucoup, qu'elle a assez à faire avec cela, qu'elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Contre elle et ses fausses évidences, je me reconnais au contraire une âme ouverte qui me rend d'emblée présente à la toucher, l'humanité, et qui fait que je peux être le prochain de quelqu'un qui n'est pas mon proche.
ainsi que l'écrit encore Bergson, je reconnais aussi par là même que nous avons toujours à devenir humains. C'est-à-dire que cette âme ouverte, nous avons continuellement à la faire grandir en nous et faire reposer sur elle une réponse à la crise des migrations qui soit à la fois humanité et hospitalité. Qu'il sera aussi, sans doute, il faut tenir le langage pragmatique et non pas seulement le langage idéaliste d'une sorte d'humanité commune partagée, qui sera sans doute, pour le moyen et long terme, une politique de véritable partenariat et de co-développement des différentes régions, en particulier les régions qui sont sources de ces migrations. Je m'arrêterai ici sur la religion à nouveau, comme l'une des sources de l'idée d'humanité, pour plusieurs raisons. D'abord, puisqu'on parle des humanités, il faut rappeler l'importance de cette discipline aujourd'hui, à une époque où les religions sont tellement présentes, en général pour le pire, dans notre actualité, sans que leur étude soit développée au niveau où elle devrait l'être. Deuxièmement, parce que les religions présentent un double visage. D'une part, celui des tribalismes, qu'il est le plus facile de travestir en des fanatismes meurtriers, mais d'autre part, celui d'une conscience universelle de l'humanité en général. En ce sens, on peut dire des religions qu'elles sont pharmacones, pour reprendre ce mot dont Platon soulignait avant Jacques Derrida, qu'il signifie à la fois poison et remède. Les religions, de ce point de vue, sont elles-mêmes le remède du poison qu'elles peuvent constituer. Voilà pourquoi Bergson explique qu'il y a une supériorité, une certaine supériorité de la religion sur la raison philosophique quand il s'agit de passer à ce qu'il appelle une morale d'aspiration. Cette morale d'aspiration qui nous donne l'idée d'humanité en général. Par exemple, dit-il, le stoïcisme avait ainsi proclamé tous les humains frères comme citoyens d'un même monde, cosmopolites. Mais cette proclamation qui restait philosophie n'avait pas la force, dit Bergson, de l'émotion créatrice du christianisme qui a répandu la notion de charité d'âme en âme. Et cette manière de répandre immédiatement, d'emblée, l'idée de charité et l'idée d'une humanité une, Bergson la compare à un incendie qui se propagerait de proche en proche. D'ailleurs, la parole la plus forte, dans son évidente simplicité, sur ce plan, nous vient, me semble-t-il, de cette quatrième religion monothéiste que l'on oublie souvent, qui est la foi bahaï, puisque la foi bahaï déclare si joliment « La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens ». On sait, pour illustrer cela d'ailleurs, à quel point le pape François est engagé en écho et en réponse à la question de Nicolas Hulot contre la crise des migrants, qui est d'abord pour lui celle que crée une mondialisation de l'indifférence. J'ai cité le pape François. Je voudrais maintenant, en considérant l'autre crise que j'ai annoncée, qui est celle écologique, dire en quoi il y a une continuité dans la manière dont les humanités philosophiques nous aident à penser une politique de l'humanité en général et celle dont elles éclairent une politique d'humanisation de la terre, pour parler comme Teilhard de Chardin. J'entends ici cette expression comme signifiant le devoir et la responsabilité de l'humain d'agir en fonction de la compréhension que la nature m'est confiée par une humanité future, qui donc m'interdit de me penser comme son maître et son possesseur, selon la perspective dite moderne, la perspective technicienne, qui a l'idée de nature à substituer celle de ressources naturelles. Et puisque je viens de parler du rôle de la religion, il faut dire que celui-ci concerne aussi cet énorme défi écologique de notre temps, auquel le pape, encore lui, mon pape favori, considère aussi qu'il est dans sa mission de faire face. Et j'évoquerai en passant la mobilisation des religions en général pour un humanisme écologique, dont une manifestation est par exemple le forum qui s'est tenu le 10 novembre 2016 et qui a vu des guides spirituels appartenant à différentes confessions, chrétiens, bouddhistes, sikhs, musulmans, etc., appeler leur communauté à s'investir dans un mouvement pour l'abandon des énergies fossiles et l'adoption des énergies renouvelables. Sur ce point d'une philosophie de la vie contre le mécanique et le technique,
Je voudrais ici évoquer la pensée du philosophe andalou Abou Bakr ibn Tufayl, qui au XIIe siècle, dans un roman philosophique intitulé Hayy ibn Yaqzan, s'avère un précurseur de cette idée dont la nécessité nous apparaît pleinement aujourd'hui, que l'humain ne se réalise pleinement dans son humanité que lorsque ses actions sont dictées par la conscience écologique qui doit être la sienne, lorsqu'il comprend ensemble le mouvement de devenir ce qu'il a à être et sa responsabilité de protéger la vie. Lorsque l'on sait que Hayy ibn Yaqzan, après sa traduction en latin et plus tard en anglais, est probablement une source d'inspiration de Robinson Crusoe, on comprend la signification de cette œuvre dans l'histoire de la philosophie. Ce livre est le roman d'un enfant portant ce nom de Hayy ibn Yaqzan, qui signifie le vivant, fils du vigilant, et qui, abandonné sur une île n'ayant jamais connu présence humaine, est d'abord recueilli et élevé dans ses premières années par une biche, avant de devoir, à la mort de cette dernière, apprendre tout seul à survivre, puis à se développer comme homo perfectus, l'insan kamil du mysticisme islamique, bref, un humain accompli. On voit là, évidemment, le thème qui est celui de Robinson Crusoe, l'idée que le développement d'un humain abandonné tout seul peut permettre à un moment donné de récapituler le développement de l'humanité dans son ensemble. Pour le dire en termes techniques, l'ontogenèse individuelle résume en quelque sorte la phylogénèse. Sans doute me faut-il faire ici une parenthèse en présentant Abou Bakr ibn Tufayl, en disant qu'il vécut au XIIe siècle, il est né en 1105 à Cadix, comme la Belle aussi, et il est mort en 1185 à Marrakech. Et il est connu comme l'auteur de ce roman philosophique qui a été traduit, je l'ai dit tout à l'heure, en 1671 sous le titre Philosophus Autodidactus. De cette œuvre, on trouve écho, je l'ai dit aussi, dans la littérature avec Robinson Crusoe, mais aussi et surtout dans les débats philosophiques à propos de la fameuse table rase, la tabula rasa, que serait notre faculté de connaître avant que l'expérience ne commence à y écrire nos différents savoirs. Ainsi a-t-on souligné, pour ceux qui savent, la continuité entre ce roman Philosophus Autodidactus et l'essai de Locke sur l'entendement humain. À l'intérieur de cette petite parenthèse, j'ouvre une plus longue parenthèse pour dire la chose suivante. L'histoire de la philosophie, telle qu'elle est présentée dans la plupart des manuels, et cela est en train peut-être de changer fort heureusement, en tout cas jusqu'ici, ne fait guère place à un ouvrage de cette importance. J'ai dit son importance dans l'histoire de la littérature et son importance dans l'histoire de la philosophie, en particulier la discussion entre rationalisme et empirisme sur les sources de nos connaissances. Eh bien, l'histoire de la philosophie semble ignorer totalement cet auteur et ignore aussi souvent, bien trop souvent, la tradition intellectuelle au sein de laquelle cette œuvre s'inscrit, qui appelle des noms comme ceux d'Al-Farabi, d'Ibn Sina, Avicenne, d'Al-Ghazali, de Sohrawardi ou d'Ibn Rushd, plus connu sous le nom d'Averroès. Nos humanités, et c'est ça le sens de ma parenthèse, sont incomplètes. Les humanités philosophiques, en tout cas, sont incomplètes quand cette littérature-là n'est pas présente dans notre formation, puisque un collègue belge vient de me l'apprendre il y a 2 jours dans une conversation. Aller au lycée en Belgique, ça se disait faire ses humanités. Eh bien, si on fait ses humanités et que tout ce pan des humanités est ignoré, il faut bien admettre aujourd'hui que nos humanités sont incomplètes et nous ne le savons même pas souvent parce qu'il est de la nature de ce que nous ignorons que précisément nous ignorons que nous l'ignorons. Dans le système français et ses prolongements francophones, l'étude des humanités, par exemple dans le secondaire, trouve son couronnement, on le sait, dans la classe de philosophie. Et même quand celle-ci est construite sur une étude de notions, l'arrière-fond en est toujours une histoire de la philosophie qui commence par un miracle grec. C'est pratique les miracles, rien ne les précède par définition.
Une antiquité qui prolonge ce miracle avant que la translatio studiorum, la fameuse transmission des sciences grecques et en particulier de la philosophie, ne fasse de l'Europe le lieu par excellence d'une histoire de la philosophie qui en serait le telos propre, la destination propre. Et si je fais cette parenthèse ici, c'est aussi parce qu'il faut s'aviser que dans nos disciplines, l'ethnonationalisme peut se loger. Mon ami Jean-Paul Lefebvre a appelé cela le nationalisme ontologique, associé au nom de Heidegger, qui a fait du grec la langue de la philosophie, n'envisageant pas une seconde que celle-ci puisse se manifester dans un langage qui ne serait pas à la rigueur l'allemand ou à la rigueur encore une autre langue européenne. Les humanités, donc pour finir sur cette parenthèse, cela s'oppose à l'idée d'une humanité européenne évoquée par Husserl dans sa conférence de Vienne de 1935. Je referme cette parenthèse qui m'a semblé nécessaire dans une rencontre comme la nôtre et je reprends le fil de mon roman philosophique Hayy ibn Yaqzan. Je reviens à l'enfant. Le premier ébranlement qui va mettre en mouvement l'intelligence pratique puis théorique que Hayy ibn Yaqzan se découvre est la question à laquelle le confronte pour la première fois la souffrance et l'incompréhension où le plonge la mort de sa mère, la biche. Qu'est-ce que cette chose, se demande-t-il? Qu'est-ce que cette chose, la vie, qui a quitté le corps de ma mère et l'a rendue à jamais sourde à mes appels? Et pour répondre à cette question, l'enfant disséquera d'abord des animaux morts avant d'essayer de surprendre le principe vital chez des animaux encore vivants, effectuant sur eux, dans son ignorance et dans son innocence d'enfant, vivisection après vivisection avant d'abandonner cette voie qui ne débouche sur rien. Plus tard, devenu adulte et ayant accédé à la pleine conscience de soi, de Dieu, de la création et de sa place en celle-ci, et par conséquent de sa responsabilité vis-à-vis d'elle, Hayy comprendra du même coup sa responsabilité de veiller sur la vie sous toutes ses formes. Il ne prendra plus désormais de la nature que ce qui est nécessaire à sa subsistance, et il prendra garde de s'assurer que le renouvellement de la vie continue d'être toujours assuré, par exemple en replantant toujours pour rendre à cette nature ce qu'elle lui donne. On peut dire que d'une certaine façon, il découvre l'idée de développement durable. L'insistance d'Ibn Tufayl sur la conscience écologique de Hayy ibn Yaqzan est une illustration philosophique de l'anthropologie coranique qui fait de l'humain le calife, le khalife de Dieu sur terre. Ce mot de khalife qui signifie remplaçant, dont probablement la meilleure traduction en français serait celle de lieutenant, pourvu qu'on fasse attention à l'étymologie du mot. Lieu-tenant, c'est celui qui tient lieu de. Eh bien, ce mot, qui est souvent traduit comme vice-gérant, indique à l'humain ce qu'il a à être et la responsabilité qui est la sienne de veiller sur son environnement. Il est avec Dieu dans un rapport de collaboration à l'entretien de la création. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour encore ouvrir une parenthèse pour dire, j'ai parlé de l'anthropologie coranique qui définit le mot de khalife. Et c'est le seul sens dans lequel ce mot est coranique, c'est-à-dire islamique. Autrement dit, khalife n'a jamais eu dans le Coran lui-même quelque signification politique que ce soit. Le califat n'est pas une notion coranique du tout. Le seul sens dans lequel le mot khalife est utilisé dans le Coran, c'est pour dire précisément, pour parler de cette vice-gérance, de cette lieutenance de l'humain en général, pas du musulman, de l'humain en général vis-à-vis de Dieu. Khalifatullah fil ard, le lieutenant de Dieu sur terre. Le message du philosophe Ibn Tufayl est donc que l'humain est dépositaire de la terre pour elle-même et pour l'humanité à venir, parce que l'humain est originairement dépositaire de ce qui le fait lieutenant de Dieu sur terre.
Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'entendre cette responsabilité, qu'on la comprenne en dedans ou en dehors d'une signification religieuse. M'acheminer tout doucement vers ma conclusion pour essayer de laisser quelques minutes de commentaires sera d'abord de dire qu'un mot récapitule l'ensemble de mon propos et que ce mot est Ubuntu. Elle sera ensuite de revenir sur le rôle et l'importance des humanités à partir des exemples que j'ai choisis ici. D'être ainsi dépositaire me fait comprendre que le sens de mon humanité est le contraire de la prédation. Cela me fait devoir de veiller sur la vie en général, je l'ai dit, de penser que si les animaux en particulier ne formulent pas eux-mêmes des droits qui exigent d'être reconnus comme déclarés, ceux-ci n'en sont pas moins réels pour moi du fait de mon humanité qui m'oblige. Et si je souligne ici sur le mot humanité, c'est que je suis en train de prendre position sur un débat tout à fait actuel pour dire la chose suivante, que je ne suis pas de ceux qui, à mon sens, en font beaucoup trop dans la volonté de détruire l'anthropocentrisme en insistant sur une forme d'auto-représentation des différents règnes à l'institution d'une sorte de contrat naturel qui prendrait le relais du contrat social. Je ne crois pas, c'est une thèse que l'on pourra discuter, qu'il soit nécessaire de dissoudre l'humanité pour lui interdire de se comporter comme un empire dans un empire. Il faut au contraire, me semble-t-il, l'affirmer, mais l'affirmer comme Ubuntu. Ce mot Bantu, on l'a appris universellement grâce à Desmond Tutu et à Nelson Mandela, se traduit littéralement comme « faire humanité ensemble ». Et Adam Samasekou a proposé d'appeler cela « humanitude » en un néologisme qui est effectivement, me semble-t-il, tout à fait pertinent. Réaliser grâce aux autres l'humain que j'ai à devenir et en même temps créer avec les autres l'humanité une que nous construisons. Ce mot est devenu un concept philosophique universel et il me semble qu'il ramasse en lui la signification et le rôle des humanités autour desquelles nous sommes ici réunis. Deuxièmement, en montrant, comme je l'ai fait, sur les deux crises de notre temps que j'ai considérées, comment les humanités philosophiques en particulier peuvent nous éclairer, j'ai voulu bien entendu montrer leur contribution, voire leur utilité, un mot que nous n'aimons pas beaucoup. Mais il ne s'agit ni d'exagérer ce que peut la philosophie, ni de se rendre à l'impératif de la rentabilité de savoir considérés uniquement sous l'angle de leur mise en œuvre technique, en forçant sur l'utilisation, on pourrait même faire le jeu de mots heideggerien de l'utilisation qui pourrait en être faite. Et il est heureux à ce propos qu'une de nos collègues ait rappelé dans une intervention, je crois il y a 2 jours, une intervention forte, que la finalité des humanités est le plaisir. Que le moteur premier, au principe de notre choix, à tous ici, de faire carrière dans les humanités, c'est le plaisir du texte, comme dirait Barthes, c'est la passion de lire ou d'entendre des textes qui nous inspirent et que nous cherchons à faire partager lorsque nous les enseignons ou lorsque nous écrivons à partir d'eux ou en conversation avec eux. Il ne s'agit donc pas de payer tribut à l'utilitarisme, mais simplement de rappeler que la philosophie, en particulier, les humanités en général, font tout le sens d'une éducation dont la finalité est cet humain total, cet homo perfectus qui sait appuyer sur la connaissance de l'histoire, le sens de l'avenir que tous ensemble nous avons à faire. Je vous remercie infiniment.